Mes chers collègues, mes chers confrères, bonjour. Alors, premièrement, je souhaite remercier de tout cœur le docteur Raouf Schlichit, qui dirige le centre de fertilité de Meknès et avec qui je collabore depuis quelques années pour mieux apprécier un petit peu les causes de l'infertilité, en tout cas du couple au Maroc, en âge de procréer, bien sûr. Et on essaye de mieux comprendre quel est l'impact de quelques polluants tels que les pesticides ou les perturbateurs endocriniens dans le bassin de population de Meknès. Donc je travaille avec le docteur Schlichit depuis quelques années et on essaie d'harmoniser aussi nos pratiques, c'est-à-dire c'est qu'il ne faut pas transposer les pratiques parce qu'en France on a de la chance, c'est que l'infertilité est prise en charge, c'est-à-dire le couple a le droit pour 4 tentatives d'aide médicale à la procréation. Par contre, au Maroc, les couples n'ont pas les moyens. Et pour faire une tentative, c'est que, excusez-moi le terme, c'est qu'on s'endette pour 3 générations pour faire une tentative. Mais au moins, on essaye d'harmoniser les pratiques techniques pour donner le plus de chance donc, aux couples qui viennent au centre de fertilité de Meknès pour rentrer avec un bébé à la maison, en sachant qu'il faut faire très attention. On ne fait pas de la médecine thérapeutique, on fait de l'aide médicale à la procréation. C'est que sur le plan éthique et moral, on ne peut pas promettre un couple, quand il arrive au centre de fertilité de Meknès, de rentrer avec un enfant à la maison. Si quelqu'un vous dit que vous venez me voir pour faire une tentative de procréation médicalement assistée et que vous allez rentrer avec un bébé à la maison, dites-le moi pour que j'aille à fond. D'accord ? On fait de l'aide médicale à la procréation et les chances de réussite par tentative varient entre 25 et 30%. Mais bien sûr, en fonction des indications, on peut arriver jusqu'à 50%. Si ça marche, ça ne bouge pas. Alors, juste pour votre information, l'infertilité est considérée comme un problème de santé publique par l'OMS, en sachant que quand on regarde les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, on est tous d'accord aujourd'hui qu'à peu près un couple sur 5, excusez-moi le terme, ne fera pas un enfant sous la clope. C'est-à-dire qu'un couple sur 5 en âge de procréer va faire appel aux techniques de l'aide médicale à la procréation. Ça, c'est les statistiques au niveau mondial. Mais dans un certain pays, on sait qu'il y aura un couple sur 4, c'est-à-dire autour de 25%, qui vont faire appel à l'aide médicale à la procréation. Et l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest, c'est des pays avec qui je collabore, font partie de ce ratio-là. C'est que, attendez-vous, dans un pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, c'est que probablement d'ici 10 ans, c'est qu'un couple sur 4 va avoir des difficultés de procréer naturellement. Alors, on a quand même quelques idées sur les causes. En tout cas, moi, quand on regarde un petit peu nos travaux, nos publications, les causes les plus fréquentes évoquées pour expliquer cette augmentation donc d'infertilité, c'est l'âge plus tardif de la femme et de l'homme désirant un enfant. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'université et font des grandes études, et même en réussissant ces études, on appuie toujours le prince charmant à 25 ans. Il y a aussi le poids excessif, ou au contraire trop faible. Vous, comme pharmacien, préparez-vous de recevoir dans vos pharmacies ou dans vos officines des jeunes filles qui ont moins de 30 ans et qui vont venir vous voir pour des ménopauses précoces. Ils vont vous exprimer qu'elles ont des règles perturbées. Ce syndrome est de plus en plus fréquent. C'est ce qu'on appelle les ménopauses précoces, c'est-à-dire des femmes qui vont être ménopausées avant 30 ans. En parallèle, vous allez avoir beaucoup de femmes qui vont venir vous voir avec des désordres métaboliques, surtout avec ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, c'est les femmes qui ont des ovaires sous forme de nid d'abeille. Donc là, c'est un dérèglement hormonal, c'est le syndrome d'hyperandrogénie. Ça, c'est lié aussi aux habitudes alimentaires. Alors, en sachant que l'indication principale aujourd'hui de l'infertilité ou les indications principales qui arrivent
chez nous dans les centres dédiés à la procréation, elles sont masculines. Alors, le potentiel de fertilité masculin est en déclin. Moi, quand j'étais étudiant, à l'école de médecine en France, on m'a dit qu'un sperme normal, c'est 40 millions de spermatozoïdes par millilitre. Aujourd'hui, j'enseigne à mes étudiants, un sperme normal, c'est 15 millions. C'est-à-dire en 20 ans, on est passé de 40 millions à 15 millions. Je suis membre du comité de l'OMS à Genève sur la fertilité masculine. Les prochaines recommandations qu'on va sortir, c'est qu'on va passer de 15 à 10 millions, c'est-à-dire en 12 ans. En 2010, on était à 15 millions. Là, en 2022, 2023, on va considérer un sperme plus ou moins normal. On va passer à 10 millions. Alors, aussi, il y a un facteur qui est très intéressant, important, sur lequel nous on travaille en Picardie, parce que la Picardie, c'est la région où on utilise le plus de pesticides en France, c'est une région agricole, c'est l'impact des polluants, des perturbateurs endocriniens, que ce soit donc chimiques ou non chimiques, l'exposition des couples ou des gens en âge de procréer à des produits toxiques, à des polluants, à des perturbateurs endocriniens. Donc c'est un facteur majeur de l'augmentation de l'infertilité. Alors quand on regarde un petit peu l'étiologie de l'infécondité, ça c'est très important. Alors là, c'est un petit peu donc, les chiffres qu'on a, nous, en France, en tout cas dans les centres de procréation médicalement assistée que je dirige. Donc on a à peu près donc, une cause pure 20% masculine, une cause féminine de 30%, des causes mixtes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une cause masculine féminine autour de 40%, mais il nous reste quand même 10% d'infertilité inexpliquée, on ne sait pas pourquoi. Alors a priori, une fois que le couple a fait les bilans entiers, ben, on ne va pas étiqueter la cause de cette infertilité. Alors, de l'autre côté, il faut faire très attention, c'est qu'il faut faire évoluer un petit peu la mentalité pour accepter cette infertilité du couple. Un enfant se fait à deux. C'est fini cette idée, voilà un couple en âge de procréer qui n'arrive pas à avoir de grossesse, et la pauvre, c'est la femme qui va suivre le parcours du combattant, parce que c'est jamais la faute de l'homme. Alors attention, ce n'est pas comme dans nos pays arabo-musulmans. En France aujourd'hui, c'est à la 3e consultation que le mari ou le conjoint va arriver. C'est jamais la faute de l'homme au départ, c'est la femme toute seule qui va se battre pendant des années, et au moins la première et la 2e consultation, elle va se présenter toute seule. Et c'est pour ça qu'actuellement, moi comme chef de service et chef de département, j'ai exigé donc à mon équipe que quand un couple téléphone, c'est qu'il faut que le couple soit là, quitte à les rencontrer séparément. Je vous explique pourquoi. On va laisser traîner une pauvre femme pendant 10 ans à courir toute seule parce que le mari, lui, est tranquille. Ah, moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas de soucis. Alors, une femme qui se marie à 30 ans et qui va, la pauvre, attendre pendant 10 ans dans son parcours jusqu'au moment où le mari va accepter qu'il est pour quelque chose. Ben, la femme, elle a 40 ans. C'est qu'elle a tiré ses cartouches, elle a une mauvaise réserve ovarienne et elle a le risque de l'âge. Parce que pour l'homme, même si on est allégospermique, c'est-à-dire on a moins d'1 million de spermatozoïdes, avec les nouvelles techniques que je vous ai présentées, ben, on va trouver une solution. Donc de grâce, faites attention, sensibilisez les femmes infertiles à obliger le conjoint de venir en consultation pour faire les bilans. Donc, et quand on va parler de la fertilité du couple, il faut évaluer les deux, parce qu'il y a des causes qui sont mixtes. Alors, quand on va parler de l'étiologie de la fécondité, donc chez la femme, il y a des facteurs de risque, l'âge, les infections à répétition, le tabac, faites attention, c'est-à-dire nos jeunes filles aujourd'hui fument beaucoup et le tabac, c'est une catastrophe pour la fertilité. Il y a l'histoire de la chirurgie quand elle est mal faite, c'est-à-dire une femme qui a un fibrome ou d'endométriose ou des pathologies, je dis, de son appareil reproductif. Si la chirurgie elle est mal faite, vous allez réduire son potentiel de fertilité. Ben, il y a l'histoire de partenaires donc occasionnels multiples. C'est sûr que, voilà, il faut dire les choses. Une femme qui arrive au mariage vierge, elle a moins de risques d'avoir des problèmes d'infertilité qu'une femme qui a de multiples partenaires et avec des risques d'infection.
Donc les femmes qui avortent, qui ont des risques d'avortement, donc là c'est soit un avortement mécanique, génétique ou infectieux, et bien sûr l'accouchement dans des mauvaises conditions peut altérer aussi le potentiel de fertilité. Alors chez l'homme c'est pareil, donc il y a les facteurs spermatiques, c'est-à-dire je ne vais pas revenir vers vous, vers les cours de première année de médecine ou de pharmacie, on va parler de la méiose spermatique et tous ces problèmes, c'est-à-dire une méiose qui ne marche pas bien ou une spermiogenèse mauvaise, donc ça va produire donc, des anomalies du sperme. Il peut y avoir aussi des antécédents tels que les torsions testiculaires, la cryptorchidie, le varicocèle. Et l'ennemi juré de la fertilité masculine, c'est les infections à répétition et les inflammations à répétition, c'est-à-dire ce qui est causé par les maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi les conditions de vie, le stress et l'exposition des hommes aux toxiques, surtout les hommes qui travaillent dans des usines qui ne sont pas protégées. Donc là, ça va augmenter le risque d'infertilité. Alors, juste pour votre culture générale, en tout cas au moins si il y a des gens qui vous posent des questions, donc voilà un petit peu un algorithme pour des étapes initiales pour explorer un couple infertile. Donc à la consultation, on va faire l'interrogatoire qui va être complété avec l'examen clinique du couple. Attention, il faut que à la consultation, qu'on ait le couple pour gagner du temps. À partir de là, si on a une orientation, donc que ce soit masculine ou féminine ou mixte, donc là, il faut faire des explorations supplémentaires pour mieux poser donc, le diagnostic. Alors en médecine de la reproduction, on ne peut pas dire que j'ai pris la meilleure décision médicale de prise en charge. On peut dire que j'ai pris la décision médicale la moins mauvaise. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la bonne décision médicale de prise en charge d'un couple infertile. Parce que je suis incapable de garantir 100% de grossesse. Donc, on essaye de bien démonter, c'est-à-dire un bon examen clinique, surtout des bons bilans biologiques, parce qu'en médecine de la reproduction, pour prendre la décision médicale la moins mauvaise, 70% de cette décision va être basée sur un très très bon bilan biologique complémentaire. Par contre, si on n'a pas donc d'orientation suite à l'interrogatoire et l'examen clinique, donc là, on va aller explorer donc l'ovulation par l'hystéro, on va demander un spermogramme, un spermocytogramme complet et éventuellement le test du urinaire. Donc si on a une anomalie patente, donc on va aller vers une recherche plus approfondie pour une décision thérapeutique la moins mauvaise. Si on a une anomalie mineure ou pas d'anomalie, donc il faut aller vers la célio et l'hystéro, et pourquoi aussi l'échographie donc chez l'homme de la femme. Donc, éventuellement, pour un bon diagnostic de cause de la stérilité, donc on peut avoir des signes positifs, c'est-à-dire qui sont des signes cliniques et paracliniques d'orientation qui vont nous aider, plus des signes négatifs, tels que des normalités des autres explorations du bilan de base. Alors, voilà ce qui se passe réellement dans ce que j'appelle l'architecture et la pyramide sanitaire. Dans tous les pays, même dans les pays développés. Donc, un couple qui n'arrive pas à procréer, donc on va commencer par le premier niveau, qui peut durer 10 ans. Une femme à 20 ans, ce premier niveau peut durer 10 ans. Donc elle va aller regarder le tradithérapeute. Voilà, c'est-à-dire, c'est la grand-mère qui va la conseiller d'aller voir je ne sais pas qui. Après, ça ne marche pas parce qu'on a donné des herbes, on a donné je ne sais pas quoi, des ovules, on a donné du miel avec quelques produits pour améliorer la spermatogenèse, c'est-à-dire qu'on confond sexualité et fertilité. Après, ça ne marche pas chez le tradithérapeute, on va voir les paramédicaux, c'est-à-dire une sage-femme, une infirmière, quelqu'un qui est dans le domaine. Et tout ça, c'est sans examen clinique, sans bilan biologique. Après, donc, on finit par aller voir l'infirmière, la matrone, la coucheuse et tout ce qui est traditionnel. Mais ça ne marche pas. Et on peut perdre 10 ans. Une femme qui a 20 ans ou un couple qui s'est marié à 25 ans, il va passer entre 2 et 10 ans au ce premier niveau. Après, donc, on va aller un peu plus loin. Si le couple est encore solide et solidaire, donc là, on va faire appel à l'assistance médicale, technicien de santé, sage-femme, médecin généraliste.
Alors, le médecin généraliste peut garder le couple pendant 2-3 ans. Donc là, la femme, la pauvre, à 25 ans, elle va se trouver à 37 ans chez le généraliste. Si elle traîne, elle va arriver à 38 ans. À 38 ans, on a une mauvaise réserve ovarienne et le risque, l'impact de l'âge sur la nucléoïdie chromosomique, et on va augmenter le risque d'avoir un embryon, un enfant atteint d'une maladie chromosomique ou d'une maladie génétique. Donc, et une fois qu'on a traîné chez le médecin généraliste, qui ne veut pas référer le couple au spécialiste, donc on arrive au 3e ou 4e niveau, c'est le médecin spécialiste. Alors c'est qui le médecin spécialiste? Est-ce que c'est un urologue, andrologue? Est-ce que c'est un gynécologue, obstétricien? Ou c'est des spécialistes de l'infertilité? C'est ce que j'appellerais une équipe de médecine de la reproduction, une équipe multidisciplinaire qui s'intéresse uniquement à l'infertilité et à la prise en charge donc, du couple infertile. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Je sais, c'est une médecine qui n'est pas remboursée, qui n'est pas prise en charge, mais dans une culture ou dans une tradition où vous êtes rien sans enfant, c'est que c'est pas grave, il faut payer pour aller voir les bons spécialistes. Et c'est pour ça aujourd'hui on parle de centres de fertilité ou de centres de médecine de la reproduction. Et là on va essayer de fédérer les compétences. Alors, quand on va parler de l'aide médicale à la procréation, comme je vous l'ai dit, on ne parle pas d'une médecine thérapeutique, on fait de l'aide médicale à la procréation. L'aide médicale à la procréation, ce n'est pas de l'orthopédie. On arrive avec la jambe cassée, on entrebloque d'une manière ou d'une autre, donc théoriquement, au bout de 45 jours, je dis, même si on ne fait pas de la chirurgie lourde, on a réparé la fracture. Non, l'aide médicale à la procréation, c'est une technique où les chances de réussite sont entre 25 et 35% par tentative. Et c'est pour ça que, de grâce, il ne faut pas tarder d'orienter les couples vers les spécialistes, c'est-à-dire où vous avez les compétences sur un plateau technique pour augmenter les chances donc, de réussite de la tentative. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué. Alors, la médecine de la reproduction, premièrement, c'est une spécialité multidisciplinaire. Et c'est une médecine de probabilité. En fonction de l'indication, de l'infertilité, de l'âge du couple, les chances. Alors, une femme qui a 43 ans, même si elle a encore ses règles, même si elle a encore une bonne réserve ovarienne, ses chances de grossesse, elles sont de 3 à 5%. Une jeune fille de 25 ans qui a une stérilité tubaire avec un normosperme, quand vous passez en fécondation in vitro, elle, ses chances de grossesse sont de 60%. Donc c'est pour ça, l'aide médicale à la procréation, c'est une médecine de probabilité, et ça, c'est lié donc à l'indication. C'est une médecine de dialogue aussi, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça tout seul dans son cabinet ou dans son officine, parce que c'est un dialogue entre la société et le couple, c'est-à-dire comment l'infertilité est aperçue par la société. Moi, j'ai un centre de fécondation in vitro à Montréal. Quand on pose le diagnostic pour un couple jeune, on va lui dire, mais monsieur, vous êtes stérile, vous avez besoin d'un don de sperme, ou madame, vous avez une très mauvaise réserve ovarienne, il vous faut un don de d'ovocytes. Il faut dire, mais docteur, c'est pas un problème. On va aller au Mexique, on va aller à Haïti, on va adopter un enfant, et c'est réglé. Il y a des sociétés où le don de sperme est interdit. Il y a des sociétés où le don de d'ovocytes est interdit. Il y a des sociétés où l'accueil d'embryons est interdit. Alors, dans une société arabo-musulmane, les trois religions monothéistes acceptent l'aide médicale à la procréation. Mais en islam, jusqu'à nouvel ordre, parce que je conseille un petit peu le Majma' al-Fiqhi de Mecca. Donc j'ai été invité plusieurs fois pour parler de mon expérience en Europe. Mais le texte, il est clair. Si on regarde, côté paternel, on dit « wa ad'uhum li aba'ihim ». Qu'est-ce que ça veut dire? Aïna al-ijtihad, ma ma'na wa ad'uhum li aba'ihim. Est-ce que le don de sperme est interdit aujourd'hui chez les musulmans? Est-ce que c'est une affiliation biologique, épigénétique ou socio-culturelle? Donc, السنة في فتوى للبويضة ما يسمى بحضانة البويضة
كما أخوة الرضاع أو الحضانة. Mais في السنة aujourd'hui le don de sperme est interdit. في الشيعة عند الشيعة ما في مشكل أبدا. الشيعة ils autorisent le don de vocite, le don de sperme et l'accueil d'embryon. Donc voilà. Après aussi, ça devient un dialogue entre l'homme et la femme, c'est-à-dire comment le couple va accepter son infertilité et l'assumer. Après, c'est un dialogue entre le couple et le clinicien, c'est un dialogue entre le clinicien et le biologiste, c'est là où ça devient très intéressant dans un centre de fertilité. C'est un dialogue entre le spermatozoïde et l'ovocyte, et je vais vous dire une anecdote. Alors, vous savez, j'ai une petite casquette de trotskiste, hein, et je suis devenu croyant, profondément croyant, grâce à ce que je fais au laboratoire. جدي الله يرحمه كان أستاذ في جامعة الزيتونة بتونس. Et il m'a toujours expliqué, il m'a dit الجنة تحت أقدام الأمهات. Je prenais ça pour n'importe quoi quand on est jeune. Et là, j'ai une explication pourquoi أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. Les 3 premiers jours, le développement de l'embryon, il est assuré par l'ovocyte. Donc, si on est tous dans cette salle-là, c'est que grâce à un ovocyte qui nous a accompagnés de la fécondation jusqu'au 3e jour. Donc, le développement embryonnaire, les 3 premiers jours, est assuré par l'ovocyte. Il y a le génome paternel, certes, qui arrive, l'épigénome et tout, mais c'est l'ovocyte qui gère tout. Donc, si on est tous là, c'est grâce à un ovocyte qui a fait le boulot un jour. C'est qu'à partir du 4e jour du matin que l'embryon va exprimer son propre génome lui-même, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'empreinte parentale, c'est que le 4e jour au matin, que l'embryon va demander au génome hérité par la mère d'exprimer un groupe de gènes, et il va demander au génome paternel d'exprimer un groupe de gènes, c'est ce qu'on appelle le génome, l'expression du génome paternel et maternel et l'empreinte génétique. C'est pour ça qu'on va hériter la couleur des yeux de sa maman ou de son père ou d'autres caractéristiques. Donc voilà un petit peu une explication pourquoi un aljanna tout c'est-à-dire une mère, c'est un ovocyte d'abord. D'accord? C'est ça le dialogue entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Après, il y a le dialogue entre l'embryon et l'endomètre. Vous imaginez, sur le plan physiologique, comment une mère va accepter un embryon où la moitié de son génome ne lui appartient pas. C'est-à-dire, ça c'est très intéressant aussi. Pourquoi? Parce que le jour de l'implantation, c'est-à-dire le 21e jour du cycle, que ce soit in vitro ou in vivo, l'embryon va se développer. Mais les 3 premiers jours, je n'ai pas la sourate, al-janine ou al-mudra. Jusqu'à 3e jour, on va parler de janine. Nous, les biologistes de la reproduction, comme le docteur Spich. Mais quand on pousse l'embryon au laboratoire jusqu'au 5e jour, ça devient une masse. Et l'embryon, pour se faire accepter par sa mère, il ne va pas présenter le côté paternel. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, le 4e jour, il va exprimer son propre génome, l'embryon. C'est-à-dire, il y a une partie du génome de la mère qui va s'exprimer, une partie du génome du père. Mais pour se faire accepter par sa maman, il va la rendre un peu myope, l'embryon. Il va lui envoyer des signaux pour lui dire je suis quand même ta moitié. En fait, mon héritage, il est à 50% de toi. Il va présenter plutôt le côté maternel en face de l'endomètre pour se faire accepter. C'est ce qu'on appelle l'implantation. Et après, il y aura l'invasion, c'est-à-dire se faire accepter. Et pour réussir cette implantation, c'est qu'on va provoquer un phénomène pro-inflammatoire pour que l'embryon s'implante. Et une fois que, pour maintenir la grossesse, on va inverser ce phénomène, ce qu'on appelle anti-inflammatoire. Et c'est pour ça, j'ai trois étudiants en doctorat qui travaillent là-dessus à l'hôpital sur pourquoi il y a des femmes qui arrivent à ovuler ou on arrive à avoir une fécondation, mais l'embryon ne s'implante pas. Donc c'est les échecs d'implantation et on a plusieurs facteurs pour ça. Et après, il faut la maintenir, la grossesse. C'est pour ça, juste quand les patients qui viennent vous voir dans vos officines, vous dire mais j'ai 2 semaines ou 3 semaines de retard de règles.
c'est pas une pathologie, ça. Ça, c'est probablement des patientes qui implantent, qui déclarent une grossesse, mais qui ne la gardent pas. C'est pour ça qu'il faut aussi, dans vos officiers, quand des patientes viennent vous voir, c'est qu'il faut peut-être faire des dosages hormonaux, les demander, parce que la bêta-HCG, vous pouvez avoir une bêta-HCG positive, c'est-à-dire au bout d'une semaine de retard de règles. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger ces grossesses qu'on perd très tôt. Alors après, je vais aller un peu vite parce que je ne vais pas dépasser mon temps. Donc chez la femme, quand même, il y a un bilan à faire, hein, exactement. Ça, c'est fait à la clinique. Et surtout, c'est pour ça qu'insister sur les bons bilans biologiques, parce que les bilans biologiques sont très importants pour comprendre et peut-être l'indication donc de l'infertilité, ou la cause, pardon. Chez l'homme, pareil, il a un examen clinique. Alors, il faut faire très attention. L'examen clinique, quand même, pour la stérilité masculine, il vaut mieux quand même si c'est le gynéco qui va faire l'enquête, c'est qu'il faut aller voir un urologue ou un andrologue, parce que c'est lui, quand même, qui va vous poser le diagnostic. Mais attention, l'urologue et l'andrologue, s'il n'a pas un bon bilan biologique, ben, il ne vous aidera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, au-delà du spermogramme, du spermatogramme, les bilans biologiques, les tests pour diagnostiquer une inflammation ou une infection, c'est très important. Et il y a toujours un premier bilan et un deuxième bilan complémentaire. Ça, c'est très important. Alors, en fonction de ça, on va identifier ce qu'on appelle une stratégie de prise en charge. C'est vrai que la première stratégie de prise en charge va être plus ou moins orientée par les caractéristiques du sperme. Aujourd'hui, une femme qui a une fonction ovarienne, on s'en fout que ses trompes sont bouchées ou pas, on peut la régler. Une femme, vous pouvez la mettre entre 2 semaines et 6 semaines sous contraceptif, pour qu'on appelle le step down, c'est-à-dire la rendre un petit peu prépubère et après la redémarrer, donc sa fonction folliculaire. Alors après, s'il y a des fibromes ou d'endométriose, donc là, on va passer par la chirurgie de l'infertilité. Donc aujourd'hui, au laboratoire, on a plusieurs techniques qu'on va proposer dans vos couples, mais derrière tout ça, puisque vous êtes quand même des pharmaciens, il y a le principe de la stimulation ovarienne, donc, parce que la femme, c'est une femelle non ovulante. La femme, elle est faite pour ovuler un follicule par cycle menstruel. Mais nous, ce qu'on va lui demander, de nous donner plusieurs follicules par cycle. C'est pour ça, aujourd'hui, donc on va travailler sur la fonction de l'axe gonadotrope pour qu'elle nous recrute plusieurs follicules. Et voilà pour vous, pharmaciens, en tout cas au moins en France, tous les médicaments qui sont à notre disposition et qu'on va prescrire, où les patients vont aller les chercher dans les pharmacies. Donc, on a des hormones qu'on va utiliser pour stimuler la fonction ovarienne et aussi pour des molécules qui vont bloquer aussi l'axe gonadotrope ou des récepteurs, que ce soit des agonistes et des antagonistes. De l'autre côté, quand même, sensibiliser vos patients quand ils viennent vous voir. Alors, la femme, c'est une femelle non ovulante. Quand vous allez la stimuler, donc il y a un risque de syndrome d'hyperstimulation, hein, et aussi, elles peuvent venir vous voir parce qu'elles ont des bouffées de chaleur ou d'autres choses. Par exemple, quand vous lui donnez les antagonistes, il peut y avoir des rougeurs et des brûlures au point d'injection. De l'autre côté, c'est pas fini, c'est pas parce que vous avez fait la tentative et vous avez transféré nos embryons, mais il y a un traitement à la progestérone qui va continuer, et surtout, on essaie de donner aux patientes des compléments de vitamines et de l'acide folique pour quand même maintenir la grossesse et surtout minimiser le risque d'avoir une naissance d'un enfant qui est porteur d'anomalies, je dis, métaboliques ou de syndrome malformatif. Alors la technique la plus simple, c'est l'insémination intra-utérine, c'est-à-dire là, on ne va pas passer par la technique de fécondation in vitro proprement dit. Donc les indications de l'insémination intra-utérine, c'est les oligo-azote-thyratospermie modérée. Quand on a une insuffisance de la glaire, les infertilités inexpliquées, il y a des couples qui ont des problèmes de sexualité et avec des trompes normales. Si les trompes sont bouchées, oubliez les inséminations intra-utérines. Les techniques, donc on va faire une stimulation ovarienne légère pour être sûr que la patiente va ovuler. Donc on va déclencher quand même l'ovulation et après on va préparer les spermes au laboratoire et soit la patiente vient au laboratoire et c'est le biologiste ou le médecin qui va venir au centre pour faire l'insémination intra-utérine. Sinon, s'il y a des cliniciens qui préfèrent faire les inséminations dans leur cabinet, c'est que le couple va arriver au laboratoire de
au centre de fertilité, on va préparer les spermes, après ils signent une décharge et ils partent avec le sperme vers le cabinet de leur médecin. Mais les inséminations intra-utérines, les chances de grossesse sont de 10 à 15%, et surtout, jamais ne traîner les patients ou le couple au-delà de 4 cycles, parce que là, on n'est pas les seuls, mais on a publié au moins 5 ou 6 publications internationales, c'est que 90% des grossesses, on les a au bout de 3 inséminations intra-utérines. Alors, quand c'est un peu compliqué, on va aller vers la fécondation in vitro et la micro-injection des spermatozoïdes. Donc, les indications de la fécondation in vitro classique, c'est quand on a une stérilité tubaire, c'est-à-dire au cas d'obstruction, absence ou des trompes non fonctionnelles, quand on a une diminution de la réserve ovarienne avec endométriose stade 3 et 4, quand on a des troubles de l'ovulation en seconde intention, et on a une altération spermatique modérée, c'est-à-dire qu'on a assez de sperme pour inséminer les follicules au laboratoire entre 60 000 et 80 000 spermatozoïdes. C'est ça quand on a un sperme qui n'est pas éligible pour une insémination intra-utérine, mais qui est apte pour une fécondation in vitro. En plus, on va proposer la FIV quand au bout de 3 échecs d'insémination intra-utérine, et surtout, pour les femmes jeunes, on va proposer la FIV. Quand vous avez une femme qui a plus de 38 ans, là, ne prenez pas le risque de non-fécondation. Après, si le sperme est altéré, on va aller vers la micro-injection, et là, quand on a des spermes qui sont très mauvais, c'est-à-dire une mobilité, une vitalité très mauvaise, quand on a aussi des échecs de fécondation in vitro, et surtout pour des patients qui ont une faible cohorte ovocytaire. C'est-à-dire, vous avez des femmes qui ont des mauvaises réserves ovariennes, en plus, quand elles ont plus de 35 ans. Et aussi, quand on a des stérilités masculines très sévères, on ne va pas utiliser du sperme éjaculé, on va utiliser un sperme testiculaire, et là, c'est juste pour votre... Là, et c'est là où il y a l'expertise, hein, c'est qu'on va prendre l'ovocyte et on va l'injecter donc nous-mêmes au laboratoire. Donc après, suite à la stimulation ovarienne avec tous les médicaments que je vous ai présentés, on va aller chercher les ovocytes donc, par aspiration, par voie vaginale. Donc on va recevoir donc, les ovocytes, et ces ovocytes-là, on va les inséminer par des spermatozoïdes entre 60 000 et 80 000 spermatozoïdes, et là vous voyez que le lendemain, on va regarder la fécondation parce qu'il y a des spermatozoïdes qui sont donc fixés au niveau de la zone pellicide. Et quand on va faire de la micro-injection, donc là on va déshabiller les ovocytes, on va enlever les cellules du tumulus autour et on va les injecter nous-mêmes. Donc voilà un petit peu les étapes donc, des micro-injections. Hein. Donc là, c'est ce qu'on fait par exemple ici au centre de fertilité de Meknes, parce qu'on fait très peu de FIV au centre de fertilité de Meknes, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de non-fécondation. On préfère féconder les ovocytes nous-mêmes que d'avoir une fécondation naturelle. Mais attention, quand même, quand vous faites de la fécondation assistée avec de la micro-injection, donc on a un minimum de 72% de fécondation et d'activation ovocytaire par rapport à la FIV classique où on est autour de 50-60%. En sachant qu'il faut aussi informer les couples, c'est qu'il y a des risques de complications, essentiellement l'hyperstimulation ovarienne quand vous allez donner les hormones aux patients, le risque de grossesse multiple, les incidents de ponction, hein, parce que si vous avez des cliniciens qui ne sont pas très expérimentés, et bien sûr les échecs, le risque d'échec de la tentative. Alors, on a des embryons, on va les transférer, ces embryons. Alors maintenant, ça dépend de la politique du centre. Nous, on évite les grossesses multiples, c'est pour ça qu'on transfère un seul embryon de 5 jours. Mais, par exemple, dans un pays comme le Maroc, ben, les femmes sont très contentes d'avoir des grossesses gémellaires. Donc on peut transférer 2 embryons, mais pas plus de 2 chez nous, ici à Meknes, parce que si vous avez une grossesse triple, quand même, c'est qu'il faut la gérer. Alors, voilà un petit peu, par exemple, le taux de grossesse qu'on a sur 5 centres avec qui je collabore. Et parmi ces centres-là, c'est le centre de Meknes. Donc, a priori, on a un taux de grossesse par transfert d'embryon frais autour de 34%. C'est-à-dire, si vous avez une belle tentative avec des bons pronostics, donc vous avez à peu près une chance sur 3 d'avoir une grossesse au premier transfert. Mais si vous avez des embryons congelés qui vont rester donc, au laboratoire,
Donc, les chances de grossesse, dans le cadre d'une décongélation, elles sont un peu plus, à peu près autour de 35-36%, parce qu'on va préparer la patiente comme une receveuse. Quand vous stimulez une patiente pour une tentative fraîche, vous allez altérer la réceptivité de l'endomètre. Donc, et les embryons surnuméraires, on va les congeler pour éventuellement refaire d'autres transferts. Aujourd'hui, quand on a des ovocytes qui maturent à la ponction, on peut les maturer au laboratoire. Quand on a des familles qui souffrent de maladies génétiques, que ce soit chromosomiques ou monogéniques, on peut faire des diagnostics génétiques préimplantatoire, mais là, cette technique, aujourd'hui, il est interdit au Maroc. C'est-à-dire, on va prendre l'embryon de 5 jours, on va prélever quelques cellules, et on va regarder leur statut chromosomique ou génétique, et on va transférer uniquement les embryons qui ne sont pas porteurs de la maladie. Et surtout, ça, c'est très intéressant quand l'avortement est interdit. D'accord? Mais ça, c'est... Et quand vous regardez, là, c'est un papier que j'essaie de mettre à jour depuis quelques années, depuis 20 ans. Donc, vous regardez que la pathologie de la reproduction, elle n'est pas si simple. Donc, les hommes fertiles, ils ont à peu près 13% de spermatozoïdes anormaux. Tout protocole de stimulation ovarienne, quand vous allez stimuler une femme, elle va vous donner un ovocyte sur 5 porteurs d'anomalies chromosomiques. Et au premier stade du développement embryonnaire, vous avez 40 à 50% d'embryons anormaux. Donc vous comprenez que, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on a des embryons qui franchissent le 3e jour de développement, c'est grâce à un ovocyte qui va accompagner le développement de l'embryon jusqu'au 3e jour, c'est-à-dire le stade Morilla, ou le 4e jour, pardon, le stade de Morilla. Après, on arrive au stade de blastocyste, c'est-à-dire c'est les embryons de 5 jours, où c'est là qu'ils vont arriver au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire dans la cavité endométriale pour s'implanter. Mais malgré tout, quand on regarde, 60% des produits d'avortement du premier trimestre sont liés à des anomalies chromosomiques ou des anomalies génétiques. Mais quand vous faites du diagnostic prénatal, c'est-à-dire autour de la 16e, 18e semaine de grossesse, on a 3 à 5% d'anomalies chromosomiques. Mais malgré tout, on a entre 0,5 et 5% des enfants qui naissent vivants, en bonne santé, mais qui sont porteurs d'une anomalie génétique, d'une maladie épigénétique. Mais malheureusement, entre la naissance et la puberté, il y a tellement de choses qui se passent, donc, qui sont en train de réduire le potentiel de la fertilité. Là, c'est un papier que j'ai publié un petit peu, je pense, en 2018. Donc, nous, les praticiens de la médecine et de la pathologie de la reproduction, donc, on a encore des choses donc, à avancer et à comprendre. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'on aille plutôt vers une médecine préventive et prédictive. Il faut qu'on sensibilise nos jeunes sur le déclin du potentiel de la fertilité. Il faut les préserver. L'alcool, la cigarette, le tabac, tout ça, c'est toxique. Les perturbateurs endocriniens, les polluants, tout ça, c'est dangereux pour la fertilité en général. Et à partir de là, il faut aller investiguer proprement les couples infertiles avant de proposer une stratégie de prise en charge. Il faut prendre le temps nécessaire, c'est qu'il ne faut pas les embarquer très vite parce qu'on a peur que le couple aille ailleurs. Non, si le couple sent que l'équipe multidisciplinaire sait ce qu'elle fait, le couple va vous accompagner, il va rester avec vous. Donc aujourd'hui, l'infertilité ne doit plus être considérée ni comme une maladie honteuse, ni comme une fatalité. Par contre, aujourd'hui, on offre une meilleure prise en charge de diagnostic et de thérapeutique de l'infertilité, mais il ne faut pas oublier la prévention des causes. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le changement de notre style de vie, le changement de notre habitude alimentaire, l'impact des perturbateurs endocriniens et des polluants, le stress oxydatif. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, notre société souffre de 3 stress. Le stress oxydant, qui est le déséquilibre énergétique, le stress économique, tout le monde veut avoir une maison, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde est endetté, et le stress social, quand vous êtes cadre, vous travaillez, et vous n'arrivez pas à avoir un enfant, c'est-à-dire, voilà, le jeune couple se marie, et bien sûr, le lendemain, on va lui dire alors, tu es enceinte ou pas? Donc, on va vous courir la vie, c'est ce que j'appellerais le stress social. Et aussi, sachez-le, c'est qu'il y a des maladies génétiques et épigénétiques nouvelles, c'est la maladie du siècle, les maladies épigénétiques
qui altèrent le potentiel de fertilité. Merci beaucoup et je souhaite remercier l'équipe que je dirige au Centre hospitalier universitaire d'Amiens. Merci.